Évoquons maintenant la stratégie de la France, la partition de la France dans ce conflit, la position d'Emmanuel Macron qui a varié. Au début, la France n'était ni impliquée ni prévenue. Puis maintenant, évidemment, on envoie le porte-avions Charles de Gaulle pour protéger nos intérêts français. Tout ça tombe dans une semaine où, en plus, il a été question de la dissuasion nucléaire, un message qui est arrivé peut-être pas au meilleur moment. Est-ce que la position française est claire et audible selon vous ? Elle n'était pas très claire et audible parce que je rappelle que notamment à Abu Dhabi, on a non seulement une base, mais on a des accords de défense. Exactement. Et donc, à partir du moment, comme je le rappelais, les Émirats arabes unis, c'est le pays qui est le plus frappé avec Israël. Donc, qu'on n'ait pas été prévenu, ça c'est... Mais on était évidemment impliqués. Et à fort juste titre, on a ouvert cette base à l'aviation et aux troupes américaines. Donc, ce qui a été fait, le signal du porte-avions, il est plutôt positif. Et là où je crois qu'il y a une extrême confusion des Européens, ce qu'on a vu, c'est que les Européens, ils ont été effacés, mais ils sont aussi divisés entre l'Espagne d'un côté, mais l'Allemagne. Ce qu'on devrait quand même retenir, et là les Américains ont raison de nous faire la leçon, c'est que je rappelle quand même que Chypre a été ciblé. Et que le fait que Chypre a été ciblé, ça veut dire ce qu'on savait mais que les Européens refusaient de comprendre, c'est que l'arsenal iranien, nous sommes à portée de l'arsenal iranien. Et donc aujourd'hui, et ce qu'on sait par ailleurs, c'est que même dans des pays qui sont bien défendus, comme Israël ou les Émirats arabes unis, il y a quand même 10% des missiles qui passent. Et il suffit, si on a un nucléaire qui passe, c'est évidemment un dommage absolument irréversible. Donc, ce que les Européens ne veulent pas comprendre, c'est que nous avons un intérêt vital à ce que ce régime soit éradiqué. En tout cas, que sa capacité nucléaire et que sa capacité balistique soient éradiquées. Les Iraniens ont 411 kilos d'uranium enrichi. Ils ont de quoi faire 11 bombes nucléaires aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas la capacité pour l'instant à faire des têtes, à miniaturiser le tout et à le mettre sur un missile balistique. Mais ça, c'est certain. Et donc, nous avons un intérêt vital à récupérer ces 411 kilos de matière nucléaire et surtout à empêcher la poursuite du programme balistique iranien. Et donc, on devrait quand même tirer les leçons. Et là, ce n'est pas des risques, c'est ce qui s'est passé. Encore un mot, Nicolas Bavrez. Est-ce que ce discours sur la dissuasion nucléaire française est arrivé au bon moment ? Alors, il était prévu de longue date. Est-ce que c'est opportun d'évoquer une dissuasion nucléaire ? Alors, partagée, même si la décision finale resterait dans les mains du président français avec nos partenaires européens. Alors là où il y a une petite clarification, c'est que justement, c'est plus partagé, c'est avancé. Donc, dans les points positifs... C'est une nuance sémantique. Non. Non, parce que avancer, si l'idée c'est qu'on fait de l'alerte avancée et qu'on a par ailleurs de l'épaulement avec des forces conventionnelles, ça peut se justifier. L'idée du partage, du financement des technologies ou de la décision, ça, c'est absolument impossible. Et il y avait plutôt l'ambiguïté avant. Ce qui est positif aussi, j'allais dire, c'est qu'on relève le seuil de suffisance. Et enfin, pour la première fois, il y a un minimum de préparation diplomatique. Ce n'est pas un discours complètement improvisé, comme on avait vu avec les déclarations pour expliquer qu'un bombardement nucléaire sur l'Ukraine n'atteindrait pas les intérêts vitaux français. Ça, c'était complètement contraire à tout ce qu'on a fait. Les problèmes qui restent, c'est qu'est-ce qu'on met derrière cette, effectivement, notion de dissuasion avancée. Est-ce que par ailleurs on envisage de déployer des avions, notamment chez certains de nos partenaires européens, ce qui serait tout autre chose? Est-ce qu'on envisage que, par exemple, nos avions soient protégés ou accompagnés par des avions de certains de nos... Oui, mais ça c'est complètement flou. Surtout, ce qui est flou, c'est le format. On dit qu'on va augmenter... Mais quel format, même si on ne donne pas le nombre des têtes, mais ça veut dire qu'il faut augmenter le format. L'énorme problème qu'il y a derrière, c'est le financement. C'est qu'aujourd'hui, on a un mur d'investissement sur le nucléaire parce que, comme on a reporté parce qu'on n'a pas voulu financer la défense. Donc aujourd'hui, il faut moderniser les sous-marins,
les fusées avec la 4e version du M51, qui est la fusée, le Rafale F4, F5 et la SN4G, qui est le prochain missile aéroporté nucléaire. Si on augmente le nombre de têtes, les têtes, ça s'entretient. Et en matière nucléaire, comme vous l'imaginez, tout est extrêmement cher. Donc aujourd'hui, à cause de ça, on met 7 milliards d'investissements dans la dissuasion. Et ça va être compliqué d'arriver déjà à faire tout ça si on doit augmenter le nombre de têtes. Et ça fait le tiers de budget d'équipement des armées. Donc l'autre problème, c'est que derrière ça, on a une armée conventionnelle qui, elle, est absolument inapte au combat de haute intensité parce qu'elle n'est pas modernisée. Donc elle a des défaillances majeures sur les drones, sur l'anti-aérien, sur les frappes en profondeur. Bref, tout ce qui est utile, comme on le voit sur les stocks de munitions, comme on le voit en Ukraine. Et donc, c'est ça ce dilemme. La chose positive aussi, c'est qu'on ne parle plus d'Union européenne et que les 8 pays qui ont donc été prévenus, c'est clairement une amorce de directoire entre États et que la défense ne peut relever que des États. Donc les gesticulations de Mme Ursula von der Leyen à droite et à gauche sont totalement déplacées et malvenues. Mais là, au moins, on a recadré les choses. On n'en parle plus dans la pseudo-conférence politique européenne qui n'a aucune compétence en matière de défense. Donc on a recadré ce dialogue et tout le dialogue militaire devrait être entre ces grands États européens. Donc ça, c'est positif. Eugénie Bastier, sur cette Non, c'est très intéressant parce que ce que vous dites est très juste, c'est qu'on n'ose pas effectivement défaire l'Union européenne, mais petit à petit, on voit qu'il y a des partenariats qui se fabriquent en dehors de la structure de l'Union européenne, qui est évidemment dans un monde chaotique, est un paquebot beaucoup trop difficile à mouvoir. On le voit, à prendre des décisions rapides, notamment en matière de défense, où il faut quand même une concertation. Quand on a vu effectivement les avions russes survoler le nord de l'Europe, personne n'a bougé parce qu'effectivement personne n'était capable de prendre une décision. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut arriver comme ça, non pas à détricoter l'Union européenne, mais à recréer finalement des formes de partenariat entre États, comme le propose par exemple Pierre Lelouch, c'est-à-dire avec un noyau dur d'États de l'Union européenne, recréer un système, une petite armée de défense. Est-ce que c'est crédible ? Il n'y a rien à détricoter parce que ce qui est ahurissant, c'est que c'est en dehors des compétences de l'Union européenne. Donc ce qui est ahurissant, c'est que les chefs d'État et de gouvernement aient laissé Mme von der Leyen se balader en Ukraine. C'est Emmanuel Macron qui parlait lui-même de souveraineté européenne. Donc il voulait créer une armée européenne, il l'a voulu. Non, alors heureusement, il a dit beaucoup de bêtises, mais celle-là, il ne l'a pas dite quand même. Sur l'armée européenne. Non, mais la souveraineté européenne. Sur l'armée européenne, non. Il faut quand même être juste. Dieu sait qu'il y a eu des propos curieux, mais on n'a pas eu celle. Mais c'est vrai que progressivement, les choses se clarifient. Alors, l'Union, elle peut faire des choses utiles. Par exemple, sur la logistique. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas emmener un char de France jusqu'en Ukraine ou même en Pologne, parce que les infrastructures sont toutes différentes. On n'a pas le droit de faire circuler tout un tas d'engins sur des autoroutes, parce que les formats sont... Enfin, il y a un tas de problèmes pratiques. Donc, sur la logistique, l'Union européenne pourrait faire des choses, pour le coup, intéressantes. Mais dès qu'on se rapproche de l'opérationnel, dès qu'on se rapproche des problèmes industriels de défense, l'Union européenne n'a pas à s'en mêler, et ce sont les États, et c'est quand même ce vers quoi je pense qu'on commence à arriver. Et la dernière chose très importante, juste d'un mot, c'est que les États, c'est d'autant plus important que le Royaume-Uni, c'est le tiers du potentiel militaire du continent. Donc dès qu'on enlève la chape de plomb de l'Union européenne et qu'on discute entre États, on peut réintégrer le Royaume-Uni, qui est très important, évidemment, aussi sur le plan nucléaire. Dernier mot, Louis Dragnel. Très simplement, le problème, c'est que quand vous donnez à la Commission européenne des compétences économiques, évidemment, elle a envie d'avoir des compétences politiques. Et quand vous avez la compétence politique, vous essayez d'avoir la main sur l'appareil de souveraineté absolue qu'est la défense. Et c'est pour ça qu'on se heurte à ces difficultés-là. Moi, là où je me réjouis d'une chose, c'est qu'on revient sur la défense de nos intérêts stratégiques avec des pays qui ont envie de travailler avec nous. Et donc, en fait, on revient à ce qu'étaient en fait, les relations entre deux États ou entre plusieurs États. C'est-à-dire que ce sont des relations bilatérales. Il y en a un, par exemple, entre la France et l'Angleterre. Il y en a un entre la France et les Émirats arabes unis. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et la France peut y gagner. Merci à tous. Dans un instant, Reza Pahlavi sera notre invité exceptionnel, le fils de l'ancien Shah d'Iran. Beaucoup de questions à lui poser.